Bonjour mesdames, messieurs, merci de préférer la RTS et votre émission Point de vue en ce dimanche 7 août 2016. Nous avons le plaisir de recevoir Maître Alioune Badara Cissé, médiateur de la République. Monsieur le médiateur, bonjour. Bonjour Omar. Merci d'être avec nous. Un plaisir, comme à l'accoutumée. Bien, alors le décret a été pris le 5 août 2015 par le président de la République. Cela fait donc un an que vous êtes cette autorité qui reçoit les réclamations relatives au fonctionnement des administrations, des collectivités locales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d'une mission de service public. Alors, au cours de cette première année d'exercice, qu'est-ce que vous avez découvert ou compris par rapport à cette mission ? Je vous remercie de m'avoir à nouveau sur ce plateau, Omar. C'est toujours, je le disais tantôt, un immense plaisir pour moi de vous serrer la main et d'avoir une conversation avec vous. Merci. Autour des enjeux de la République. Une première année qui s'est passée, je devrais dire très rapidement, mais qui a été très riche en réalisation, au-delà de la mise en place de visites de courtoisie aux autorités religieuses et coutumières de ce pays, qui, comme nous d'ailleurs, sont des médiateurs, et bien peu de cas nous arrivent avant qu'elles ne soient passées sous leur tamis. Eh bien, il a fallu se rendre compte que dans notre pays, il y a énormément de difficultés entre les administrations pour lesquelles nous sommes compétents quant aux difficultés des liens aux populations. Énormément de difficultés. Et la première, et non la moindre, c'est certainement un problème de communication. C'est ça. Des courriers auxquels on ne répond pas. Des interlocuteurs qui peuvent changer avec les remaniements ministériels, avec les affectations, des dossiers qui se perdent, des populations lointaines qui semblent ne pas être concernées par le fonctionnement des services administratifs, des administrations investies d'une mission de service public qui tirent leurs prérogatives d'un système privé et qui n'en dérogent pas, qui pensent que finalement le capital auquel ils doivent obéir vaut mieux que les desiderata légitimes des citoyens qui doivent servir. D'accord, on y reviendra sur ces résultats dont vous parliez tout à l'heure, mais on vous a beaucoup vu sur le terrain intervenir dans des crises pour faire évidemment de la médiation. À la vérité, on doit dire qu'on ne voyait pas votre prédécesseur sur ce registre-là. C'est la mission qui vous le permet ou vous avez voulu tout simplement innover? J'ai dit lors de ma prise de service que j'entends faire usage d'une disposition qui est dans la loi qui organise la médiature de la République. Et cette disposition, c'est l'autosaisine. Oui. J'ai dit que je n'attendrai pas derrière 4 murs qu'un citoyen se démène jusqu'à arriver vers moi. J'irai vers eux. On fera de la prévention, mais on n'attendra pas dans nos bureaux relativement cossus que le citoyen nous parvienne avec sa réclamation. C'est ainsi que nous nous sommes intéressés très tôt à la crise scolaire et universitaire. Nous nous sommes intéressés à diverses crises dans le secteur de la santé. Donc c'est de l'autosaisine qui se déploie. Okay. Ouais. Il faut d'ailleurs préciser que ce pouvoir n'existait pas au départ, mais il est venu après, non? Oui, mais il était déjà dans la loi quand moi j'ai pris fonction. Ouais. Je pense qu'il convenait juste d'en faire usage. Bien entendu, les moyens mis à la disposition de la médiature ne permettent pas toujours, ni en ressources tout court, ni en ressources humaines, ne permettent pas toujours de s'autosaisir. D'accord. Il est vrai qu'il y a des propositions qui sont faites dans l'opinion, allant dans le sens d'un élargissement du champ d'action du médiateur de la République qui lui permettrait d'aller au-delà des conflits entre administration et administrés et même de s'occuper des questions de la République tout court, de médiation sociale, politique, etc. Vous pensez que c'est pertinent? Je le pense fondamentalement. Je pense qu'élargir le champ d'action du médiateur de la République est fondamental. Élargir ses prérogatives, les dotant. Mais il faut doter de beaucoup de moyens, sinon cela ne servirait à rien d'élargir son champ de capacité lorsque les moyens mis à sa disposition sont trop peu insuffisants pour lui permettre d'être partout à la fois, sinon il serait nulle part. Dans certains pays qui se sont inspirés de l'exemple du Sénégal, qui est la première médiature en Afrique de l'Ouest, bien loin, ils sont institutionnalisés et constitutionnellement organisés et leurs prérogatives clairement définies avec tout le respect dû à leur rang. Je pense qu'on va y arriver. Mon ambition est que le président de la République veut marquer sa médiature et des moyens seront mis en place, je n'en doute point,
lorsqu'au dépôt du rapport, on lui fera tenir un rapport annexe condensé qui lui est exclusivement destiné. Et ensuite, certaines observations orales permettraient certainement de porter à sa connaissance les énormes difficultés auxquelles nous sommes confrontés. D'ailleurs, on pense souvent que la médiature se résume à la personne du médiateur. C'est le cas, non? Je pense que c'est le cas. Il appartiendra maintenant au médiateur de s'adjoindre des collaborateurs top qui vont pouvoir l'assister dans chacune de ses tâches. Mais sur le plan administratif pur et dur, la médiature tourne autour de la personne du médiateur. La preuve, c'est que quand le médiateur est absent, il n'est pas de délégation de signature, il n'est pas de délégation de pouvoir vis-à-vis de l'un quelconque de ses collaborateurs, ceci n'étant pas prévu par la loi qui l'organise. Je pense que ce sera l'une des toutes premières réformes. Donner aussi des moyens aux délégués du médiateur dans chaque capitale régionale, au-delà de Dakar, c'est une nécessité absolue. Mais comme je disais un peu plus tôt, l'ancrage institutionnel de la médiature est une nécessité et d'une nécessité absolue. D'accord. Ensuite, tout ce qui est goulot d'étranglement doit être enlevé. Tout ce qui est conflit de compétences également doit être clarifié. Oui, j'allais en venir parce qu'à côté du médiateur de la République, il y a d'autres instances qui sont dans le dispositif de dialogue social. Je donne l'exemple du Haut Conseil du dialogue social. Donc, vous confirmez qu'il y a des conflits de compétences qui sont là, réels? Non, je ne le confirme pas. Je dis qu'il y a des niches. Des niches, parce qu'avec le Haut Conseil du dialogue social, nous n'intervenons que lorsque le dialogue est interrompu. Lorsqu'il y a interruption également du service public ou crise tendant à une interruption imminente du service public. Mais tant que le dialogue existe et à court, nous ne sommes pas compétents et nous n'intervenons pas. Quand ils négocient dans certains ministères, que ce soit le ministère de l'économie et des finances, le ministère de la fonction publique, de l'éducation nationale, qui sont de gros enjeux par rapport à ces questions-là, vous ne nous voyez jamais à la table de discussion. C'est en dernier ressort, lorsque toutes ces situations d'instauration d'un dialogue permanent sont interrompues ou auront cessé, à ce moment-là que vous verrez la médiature de la République se faire entendre. D'accord. Donc vous n'entrez pas en concurrence avec ces structures-là? Non. D'accord. Ok. Alors venons-en au bilan. Vous parliez tout à l'heure de ce pouvoir d'autosaisine que vous avez déployé durant les mois qu'on a suivis. Vous avez parlé de l'enseignement et d'autres secteurs. Ça a abouti à quoi exactement? Alors, pour l'autosaisine, il y en a eu beaucoup, mais les plus connus, c'est certainement la grève de la faim des étudiants, des élèves maîtres de la FASTEF. Au bout de plusieurs mois, après plusieurs années d'obtention de leur diplôme, qu'ils ne soient pas affectés était une préoccupation majeure pour ces jeunes Sénégalais. Ils se sont mis en situation de grève de la faim. Bien sûr, des médiations sont intervenues plus tôt, mais n'ayant pas donné le résultat escompté. À ce moment-là que nous sommes intervenus dans un premier temps pour tempérer la situation, arrêter cette grève de la faim qui posait un grave danger sur leur santé. Nous y sommes arrivés. Avec le truchement du président de la République et du Premier ministre, nous avons réussi à entamer un processus d'admission dans la fonction publique, ce qui est un grand ouf de soulagement pour ces Sénégalais et leurs familles. Nous sommes également intervenus en dernier ressort pour sauver le baccalauréat 2016. Ce ne fut pas facile, puisqu'il n'y avait pratiquement plus de négociations entre l'État et les syndicats. Par la grâce de Dieu, m'adjoignant bien sûr des médiateurs ad hoc, comme Serigne Moustapha, Serigne Djamil, comme l'ancien commissaire général. Pardon. Le porte-parole du Khalif. Oui. J'avais créé un comité ad hoc en premier, autour de Serigne Djamil, autour de Serigne Moustapha Gueye, ancien commissaire général au pèlerinage, autour de Landing Savané, qui avait d'ailleurs essayé dans un premier temps, à titre individuel, de tempérer la situation. Quand j'ai pris les choses en main, je me suis dit qu'il n'est pas question de les exclure, puisqu'ils ont été médiateurs ad hoc, je les joins à moi et on avance. Et nous avons réussi à obtenir de ces enseignants la main levée du mot d'ordre de grève partielle, le temps de superviser et de surveiller les épreuves du baccalauréat. Et nous nous sommes remis à la discussion pour sauver le reste, parce qu'il y a le baccalauréat technique qui allait venir imminemment et ensuite le bac général. Dans cette situation, des difficultés sont intervenues. Je n'avais aucun autre recours que de les orienter vers ceux-là qui sont nos guides.
Je pense qu'au Sénégal, même si l'on a le pouvoir, on a des autorités par-dessus notre tête trivialement, excusez l'expression. Et j'ai pensé qu'il était important d'élargir ce champ d'action du médiateur autour d'un homme éminent qui est le porte-parole de la famille de Cheikh Al-Hajj Malik, mais également du Khalif général de Mouride, le Cheikh Sidi Mokhtar, lequel nous a demandé d'entrer en contact avec Cheikh Bass Abdou Khadre. Ce que nous avons fait, et fort heureusement, des résultats positifs s'en sont suivis et le bac a été sauvé. Je pense que c'est extrêmement important. Un autre cas d'autosaisine, c'est une grève depuis plus de 4 mois à l'université Gaston Berger. L'aide du recteur a été, et sa bonne compréhension ont été déterminantes, mais également la capacité républicaine des étudiants. Et au bout de 4 mois, les cours ont repris. Ainsi en fut-il de l'hôpital régional de Saint-Louis, dans la même période et pour la même durée. Un service public interrompu, des grenades lacrymogènes dans l'hôpital, etc. Donc l'autosaisine a été finalement une bonne option. Le médiateur doit s'autosaisir. Il ne doit pas être dans une position attentiste. Vous avez 1000 fois raison et j'entends poursuivre ce dispositif que la loi nous permet. Alors, il y a évidemment des réclamations de citoyens qui sont certainement en conflit avec les administrations, je le rappelais tout à l'heure. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de réclamations que vous avez reçues durant ces mois-là venant des populations? Mes services me renseignent qu'il y a 300 réclamations dont l'étude est pendante dans nos bureaux. Il en est beaucoup qui sont traités très rapidement et je dois ici rendre hommage aux ministères qui sont vraiment les plus proactifs. Celui de l'économie, des finances et de cela. Celui de l'intérieur, celui des forces armées, celui de l'éducation nationale, celui de la fonction publique et des administrations dérivées comme les presses qui vraiment sont très proactives et répondent avec diligence au courrier du médiateur et dans le sens favorable aux réclamations que nous jugeons légitimes et que nous portons à leur connaissance. Donc c'est dans ces services cités-là que vous avez reçu plus de réclamations? Oui, il en est d'autres. Je pense que la citation ne sera pas exhaustive. Je ne voudrais pas faire trop de frustrer. Notre reconnaissance est immense vis-à-vis de l'administration dans son grand ensemble pour la considération qu'il nous voue et que nous essayons de le rendre très très bien. Mais l'autre point important et dont il va falloir creuser l'analyse, c'est cette disposition qui dit que le médiateur n'est pas compétent pour étudier un dossier dès lors que le réclamant n'aura pas rapporté la preuve de la saisine préalable de l'autorité compétente dans le dossier qui nous est soumis. C'est pas vrai. Oui, mais je dis à mes collaborateurs, si nous attendons d'un Sénégalais de Fongolembi ou de Diawara que ces dispositions de saisine préalable soient avant que nous n'agissions, il y aura beaucoup de dossiers de rejet et de reprise d'instance. Je leur ai dit, il faut que, puisque la loi nous permet de nous autosaisir, dès lors que nous avons un dossier entre nos mains de la part d'un réclamant, que nous l'analysions et que nous l'assistions dans la recherche de solutions. Alors les plaintes se résument en quoi? Vous recevez quel type de plaintes généralement? Sont diverses et variées. C'est souvent des plaintes relatives aux questions foncières, des expropriations sans indemnisation préalable, des occupations par la force sans aucun arrêté, sans aucune disposition légale. C'est un fonctionnaire à la retraite pour lequel il n'y a pas liquidation de sa pension. C'est des mises en solde tardives. Elles sont multiples et variées et elles touchent non seulement l'État central, mais elles touchent également les collectivités locales, que ce soit les mairies et les conseils départementaux maintenant, mais également les administrations ou les sociétés investies d'une mission de service public. Pour cela, il y a certainement les dégâts que cause la Sénélec sur les appareils ménagers. Je dis aux gens, ils pensent aujourd'hui, puisque nous sommes partout, que le médiateur est compétent sur tout. Mais nous disons que dès lors qu'il n'y a pas interruption d'un service public, dès lors que dans les rapports entre l'usager du service public et l'administration, il n'y a pas méconnaissance ou ignorance ou arrogance, nous pouvons quand même trouver solution. Ça concerne le fonctionnement de l'administration, quoi. Vis-à-vis du citoyen, vis-à-vis de ses agents, vis-à-vis de ses ex-agents. D'accord. Alors, quand évidemment un citoyen vous saisit, c'est pour voir sa réclamation traitée. Vous avez tout à l'heure parlé ou rendu hommage aux administrations qui sont concernées, mais est-ce qu'on peut effectivement avoir une idée du nombre de cas qui ont connu
disons, une suite favorable. Il en est beaucoup. Nous sommes en train de les trier pour les faire figurer dans le rapport annuel dont nous réservons la primeur au chef de l'État. D'accord, parfait. Alors, lorsque, évidemment, vous constatez des dysfonctionnements, vous adressez des réclamations aux administrations concernées, c'est ça la procédure, et si celles-ci refusent, vous pouvez saisir le président de la République pour lui demander certainement de prendre les mesures qui s'imposent. Est-ce que vous avez été dans cette situation-là? Alors, lorsqu'il y a des dysfonctionnements, la loi nous autorise de faire des recommandations d'abord. Oui. Si celles-ci ne sont pas suivies des faits, nous saisissons le président de la République. Cela se fait. Mais il arrive également d'autres situations dans lesquelles sciemment l'administration semble ne pas vouloir jouer le jeu. Oui. À ce moment-là, nous avons nous-mêmes, médiateurs de la République, capacité de saisir l'inspection générale d'État. Il arrive, ou la Cour des comptes d'ailleurs, il arrive dans certaines situations que nous découvrions des faits frauduleux ou criminels ou délictuels. La loi nous autorise de saisir le procureur de la République. Et nous n'en avons pas encore fait usage. Je pense que dans les semaines à venir, l'OFNAC sera saisi de cas que nous avons découverts au cours d'enquêtes que nous menons. Et cela créera forcément un système de coopération entre institutions pour le grand bonheur du citoyen sénégalais. Ah bon, vous avez la possibilité de saisir l'OFNAC? C'est dans vos prérogatives? Oui, nous informons l'OFNAC qu'au cours de nos enquêtes ou de l'étude d'un dossier, nous avons découvert une situation à même d'intéresser cette institution-là, ou tant d'autres d'ailleurs. Et des cas existent et vous allez effectivement soumettre ça à l'OFNAC? Un seul pour le moment. Un seul. D'accord. On peut avoir on peut pas avoir la primeur du service ou de la structure concernée. Ton sourire ravageur n'y fera rien. D'accord. Alors, l'étendue de vos fonctions vous permet donc de contribuer au développement ou au bon fonctionnement de l'administration, mais de prévenir également des crises ou des conflits. Alors, dans un contexte où on veut un climat social apaisé, évidemment, vous entendez aussi mettre l'accent sur cet aspect-là, prévention. Je pense que c'est un point extrêmement important et sous le sceau de l'autosaisine, nous n'attendons pas toujours qu'un problème survienne ou surgisse. Dès que nous en avons vent, nous agissons. Et j'informe régulièrement par note le président de la République de problèmes à survenir. Nous avons l'avantage de consacrer au moins 20 minutes lors de nos réunions de coordination du mardi à l'étude et à l'analyse de la vie de la nation. Et nous avons des informations qui nous viennent de partout et pour lesquelles, après analyse, nous pensons qu'il y en a au moins une ou deux qui est porteuse de conflits imminents. Et à ce moment-là, nous avisons qui de droit, soit l'administration, le ministère, mais en général le chef de l'État, pour qu'il sache que telle chose doit être faite, devrait être faite, afin que plus grave situation ne prévale à terme imminent. D'ailleurs, ce dont il s'agit, c'est d'un pacte de stabilisation ou de stabilité et d'émergence, indispensable d'ailleurs pour la réussite du projet de développement économique de notre pays, centré autour du PSE, le plan Sénégal émergent. Est-ce que dans le sillage de la prévention, vous avez aussi une idée d'aller vers la sensibilisation des populations ou des acteurs carrément sur cet aspect-là, Je pense qu'aujourd'hui, d'un point de vue pédagogique, nous avons beaucoup de choses à faire, parce que pour le moment, les moyens ne le permettent pas. Mais nous faisons beaucoup de prévention, nous en avons fait énormément pour prévenir les troubles qui devraient naître du déménagement des marchands ambulants dans la ville de Dakar. Il y en a eu beaucoup et nous avons beaucoup agi dans ce sens-là. Fort heureusement, les partis nous ont prêté une oreille attentive, notamment les marchands ambulants, qui, contrairement à ce que l'on pense, pour certains d'entre eux, sont des gens extrêmement bien formés et comprennent la réalité du pouvoir et de la République et ont un haut sens de la responsabilité. Il m'appartient ici de leur rendre un hommage. Ils comprennent tous que l'occupation de la voie publique n'est pas acceptable. Ils comprennent qu'on ne peut pas le faire sous le sceau de la nécessité de gagner son pain à la sueur de son front, mais ils attendent des autorités qu'on le recase. Et toutes les offres de recasement ont été acceptées d'eux. Il faut quand même que de temps en temps on puisse leur tirer notre chapeau
aux uns et aux autres d'ailleurs, pour qu'ils comprennent cela. Maintenant, reste le gros lot des expulsions ou des expropriations sans indemnité préalable. Il en est également beaucoup devant la pluralité des chantiers ouverts par le gouvernement de la République du Sénégal. Il faut les indemniser. Il faut indemniser, une indemnisation juste, mais surtout une indemnisation préalable à l'expropriation, ce qui ne semble pas être le cas dans la plupart des situations. Et je pense qu'il faut davantage de justice sociale, que l'administration s'en imprègne davantage et comprenne que ce n'est pas parce qu'on a les gradaires et les caterpillars qu'on a la loi avec soi. D'accord. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'OFNAC, en révélant effectivement votre démarche de saisie de cette structure. Une structure d'ailleurs qui est au devant de l'actualité avec le départ de la présidente Madame Nafi Ngom Keïta, remplacée par Madame Seynabou Ndiaye Diakhaté. Beaucoup de bruit autour de cette situation-là, de ce changement. Quelle est votre impression ou votre analyse de cette situation-là? Un bruit, Omar, qui va s'estomper. Je pense que la clameur va s'estomper très très bientôt. Parce que Madame Nafi Ngom Keïta est une citoyenne à part entière, mais c'est également un haut cadre de ce pays, qui a servi l'État et la République à de très très haut niveau. Je suis persuadé que la nuit portant conseil, ou plusieurs nuits devant porter conseil, il lui arrivera forcément un moment où il verra choir sur ses épaules déjà très larges par les hautes responsabilités qu'il a assumées, que rien ne vaut de laisser quelques éclaboussures sur une carrière immaculée. Je demanderai également, et c'est un appel que je lance depuis quelques jours à l'occasion de ce premier anniversaire, au président de la République de savoir tourner la page. D'accord. Alors, maître, on va également parler de notre aspect de votre carrière, de votre vie tout court, hein, d'homme public. On le sait, votre mandat est incompatible aujourd'hui de la fonction élective, et à partir de ce moment, on se demande logiquement que devient le politique, maître Alioune Badara Cissé. Le politique s'efface devant l'administrateur de la République, de la chose publique. J'ai une fonction que j'ai volontairement acceptée suite à la proposition que m'en a faite le président de la République. J'ai pensé qu'il n'y a pas meilleure manière de faire de la politique que de servir son pays. Et il n'y a pas meilleure manière de servir son pays que d'être une autorité indépendante qui ne prend même pas d'instruction de celui qui l'aura nommé pour une durée irrévocable, même qu'on ne puisse pas reconduire de 6 ans. J'ai 6 ans pour faire de la politique à la médiature. Toujours en contact avec les syndicats, avec les populations dont on méconnaît les droits, avec une pulsion permanente de recherche de solutions pour apaiser les foyers. Ceux-là qui pensaient ne plus avoir une main à saisir pour les prévenir d'une noyade imminente trouvent ou devraient pouvoir trouver en le médiateur de la République un acteur majeur. Il n'y a pas plus belle manière que celle-là pour faire de la politique. N'êtes-vous pas en train de mettre cette façon de faire de la politique au-dessus de la politique telle qu'elle est exercée sur le champ, bien sûr? Je pense que c'est ainsi que la politique devrait être faite. Elle n'est pas seulement port de casquette avec ABC sur le front ou de t-shirt. Comme vous le faisiez. Oui, mais je l'ai fait, je l'ai beaucoup apprécié. Il faut dire que j'ai des initiales qui plaisent, tout simplement. C'était des périodes de combat où on s'opposait fondamentalement. Aujourd'hui, on ne s'oppose à personne. Je ne peux quand même pas m'opposer au fonctionnement d'une administration dont j'ai contribué à la mise en place en travaillant âprement pour la consolidation du parti présidentiel auquel j'ai appartenu. Mais je me suis éloigné des tambours, des tam-tams, des chants laudateurs. Je suis dans un cadre réservé pour servir l'État et la République en exclusivité, restant à équidistance de tous les partis politiques. Même aucun regret sur ce registre-là? Oh non, aucun. Ça vous manque pas les chaudes journées ou chaudes nuits politiques non? Je vais vous faire une confidence. Il m'arrive souvent de regarder à la télévision des débats très virils entre principaux acteurs de différents camps et je regarde mon opposition. Quand je pense que j'ai fait ça, je m'en mords les doigts.
Non, c'est pas ainsi que cela doit se faire. En dehors de toute bagarre, non, je pense que les Sénégalais attendent plus et mieux de nous. On ne peut pas rester dans une situation de campagne permanente, électorale permanente. Il faut savoir retourner et travailler pour le Sénégal. Je l'ai fait en tant qu'avocat depuis mon départ du ministère des Affaires étrangères, et quand le président de la République a fait appel à moi pour la médiature, j'ai trouvé une extension de ma carrière professionnelle vers un autre domaine. Et est-ce que vous ne vous dites pas quand même que, bon voilà, avec tout ce que j'ai fait en politique au sens qu'on distinguait tout à l'heure, de la politique au sens large, est-ce que vous ne dites donc pas que voilà, j'ai un peu de regret, non? Non, pas du tout. Mais Laurent Fabius était membre du gouvernement de François Mitterrand alors que j'étais étudiant en 1981. Il est aujourd'hui président du Conseil constitutionnel, très éloigné de toutes les ferveurs et turbulences politiques. Oui. Il n'en a aucun regret. Non pas que je me compare à lui. Je pense que là, j'ai une plage immense pour m'atteler à la fonction fondamentale d'un administrateur de la cité politique autour de la chose commune res publica. Qui peut être aussi une parenthèse, Ah non, ça peut être au bout des 6 ans de mandat, la médiature de la République, on peut évidemment vous voir revenir sur le champ politique. C'est possible? Je demeure un citoyen à part entière. Pour mon avenir, je m'en suis toujours rapporté au Seigneur. D'accord. Et quel regard maintenant avez-vous sur l'activité politique au Sénégal? Je pense qu'elle est nécessaire. Il faut que les jeunes en fassent pour s'intéresser à tout ce qui se fait autour d'eux. Mais ce n'est pas une carrière. Il faut arrêter d'être des politiciens professionnels. C'est ça d'ailleurs qui fait que cette option, une fois levée, fait des acteurs, ils suivent les couleurs qui changent, les ombrages que l'on crée. Et c'est toute la force de la transhumance dont on a du mal à combattre les effets. Mais quand les gens ont un métier, quand ils ont une fonction, quand ils pensent que 6 mois, 1 an avant une élection, ils peuvent, pour certains d'entre eux, être en campagne électorale, cela s'entend. Il faut animer les partis politiques, il faut avoir des écoles de partis, il faut former les jeunes, il faut les préparer à prendre la relève. Parce que la vocation de ceux qui administrent le pays, c'est de transférer les instruments entre eux-mêmes, entre leurs mains, déposés par le suffrage des populations à d'autres, mais en bien meilleur état qu'ils ne l'aient reçu de leurs prédécesseurs. Donc il faut que les jeunes, que les homards se fassent entendre et se préparent à assurer ce pays et à le porter vers des firmaments autrement plus élevés qu'hier. Mais ce n'est pas une fonction, ce n'est pas un métier. Il faut qu'on s'en éloigne petit à petit. Sinon, les acquis multiples et variés qui ont été les nôtres vont se dissiper comme une peau de chagrin. D'accord. Alors, on comprend votre réserve sur les activités parce que vous êtes évidemment une autorité indépendante de la chose politique ou de la fonction élective, mais pas peut-être de l'activité ou du développement économique et social de notre pays. Alors, à ce titre-là, qu'est-ce qu'on peut voir comme analyse ou commentaire venant de vous sur, évidemment, la façon dont cette politique de développement se déploie par le président de la République, évidemment? Omar, vous êtes d'une intelligence supérieure. Non, du tout. Je vous connais depuis fort longtemps. Quand vous n'avez pas pu avoir frontal sur le politique, vous le détournez sur l'économique et le social. Non, c'est juste une discussion. Cela tient Non, je comprends, je charrie tout ça. Okay. Mais cela tient en un seul et même fil. Oui. Dès lors que la réserve est admise sur le plan politique, elle est sur l'ensemble des actions qui sont mises en œuvre par les politiques qui nous dirigent. Mais je peux me prononcer sur la question qui vous semble importante. Aujourd'hui, je pense que nous devons travailler, mettre les jeunes au travail. Le travail est le producteur de la recherche et de la richesse. Si l'on ne bosse pas, il n'y a rien que l'on puisse faire pour demain. On ne peut même pas intéresser les capitaux directs étrangers. Ils ne viendront pas. Ils vont étudier la qualité de la main-d'œuvre, la qualité de la formation chez nous, les trêves sociales qui sont observées de manière cyclique.
d'une grève à une autre, d'un secteur en grève à un autre secteur en grève. Mais il faut surtout que l'on voie quel est l'état des droits humains et des droits de l'homme. On va également s'intéresser sur la capacité de l'État à assurer la stabilité. C'est ce que les économistes et les financiers internationaux prennent en considération et qu'on appelle le risque pays. Quel est le risque que nous prenons en investissant nos avoirs dans tel pays plutôt que dans tel autre? Et sur ces différents niveaux, je pense que chaque État doit s'atteler à sécuriser l'investisseur étranger autant que l'investisseur local. Il faut qu'on réduise de manière drastique, si on ne peut pas l'éradiquer totalement, mais la dette publique. Il faut que lorsque l'entreprise travaille pour l'État, qu'au bout du compte, il soit pris en charge pour le paiement de toutes les prestations qu'il a eu à commettre. Cela rassure, parce que nous avons quand même un entrepreneuriat local. Il faut que l'on vienne en égalité de chance entre l'industriel ou l'homme d'affaires local par rapport à l'étranger. Les technologies n'ont plus de nationalité. Les jeunes Sénégalais ont été les meilleurs dans les plus grandes universités du monde. Ils n'ont pas à rougir vis-à-vis de quelqu'un parce qu'il porte une consonance étrangère. Il faut qu'on arrête les trafics d'influence. Il faut qu'on arrête d'user d'accès qu'on peut avoir pour ou pour vis-à-vis d'une autorité à même de donner un marché. Il faut qu'on voie la marge de gré à gré par rapport aux appels d'offres. Il y a un code des marchés publics. Je pense qu'il y a différentes mesures qui n'empêchent pas l'homme de réserve que je suis d'attirer l'attention. D'accord, de l'autorité. Alors, on voit également des médiateurs de la République, même si peut-être l'appellation n'est pas la même, se réunir souvent. Ça a été le cas ici à Dakar. Donc, à l'échelle sous-régionale ou africaine, quelle est l'importance de ce dispositif-là qui est mis en œuvre dans les pays respectifs et au plan d'ailleurs continental? Nous avons dans l'espace UMOA une association des médiateurs des pays membres de l'UMOA. Ils se sont réunis à Dakar en janvier et m'ont fait l'honneur de me porter à la présidence de cette organisation. D'accord, vous êtes le président. Je suis le président de l'AMP UMOA et la deuxième partie de l'appellation UMOA vous fait ressentir que nous avons derrière nous l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui nous apporte des moyens suffisants à même de mener nos actions au niveau des pays de l'UMOA. Il en est au niveau de la CEDEAO. Récemment, une mission que j'avais envoyée au niveau de la communauté des pays d'Afrique centrale nous est revenue avec une option ferme sur un de nos cadres de nous voir le lui envoyer pour les assister dans la formation de leur union de médiateurs. Je pense que le Sénégal, après avoir permis à l'espace CEDEAO d'essaimer du point de vue des médiatures, parce que nous en avons, excusez-moi, nous en avons été la première. Voilà aujourd'hui que d'un point de vue assistance technique, on nous interpelle à travers l'Afrique centrale. Il y a également l'association des médiateurs des pays francophones. Il y a l'Institut international des médiateurs et ombudsman qui a plutôt une connotation américaine ou anglo-saxonne. Il y a une coopération internationale. Il y a un réseau international des médiateurs. Un réseau qui a son influence évidemment sur les gouvernements respectifs. Ben oui. D'accord. Tant mieux. Maître, merci beaucoup. Monsieur le médiateur, je devrais dire, ou maître. Déjà, Omar? Oui, on arrive au bout de l'entretien. Vous avez été très aimable. Merci beaucoup, maître Alioune Badara Cissé, médiateur de la République du Sénégal. C'est toujours un plaisir de l'avoir sur ce plateau. Merci encore. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain.